Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve donc pour un nouveau Let's Talk About et spécial Formule 1 et pour pas n'importe quel Grand Prix, pour le débrief du Grand Prix Monaco. La dernière édition avait eu lieu en 2019, l'année dernière le Grand Prix n'a pas eu lieu et clairement le Grand Prix Monaco est de retour au calendrier. Et quel week-end on a eu sans déconner pour cette 5e manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. Je vais parler de la Formule 1 mais aussi de la Formule 2 parce qu'il s'est passé un truc incroyable en Formule 2. Donc c'est parti pour le débrief du Grand Prix Monaco, 5e manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. C'est parti pour le débrief du Grand Prix Monaco. On commence donc par les points marquants pour moi de ce Grand Prix de Monaco, 5e Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1. Le premier point marquant pour moi de ce Grand Prix de Monaco 2021, c'est Vettel qui finit à la 5e place de ce Grand Prix de Monaco et Stroll 8e, donc Aston Martin marque de gros points. Clairement c'est une grosse surprise pour moi et je pense aussi pour beaucoup de personnes parce que Vettel il s'est lancé 8e derrière Hamilton et Gasly, donc Gasly 6e, Hamilton 7e et Vettel 8e. Stroll il s'est lancé dans le top 10 parce qu'il s'était pas qualifié en Q3 en qualification le samedi, donc hier, parce que là on est dimanche quand je tourne cette vidéo, ouais, ça fait à peu près 30-40 minutes que le Grand Prix s'est terminé. Et clairement très belle stratégie de la part d'Aston Martin. Vettel s'est arrêté, il est ressorti juste devant Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Enfin Hamilton s'est arrêté en premier pour essayer de passer, faire l'undercut à Pierre Gasly. Gasly, excusez-moi, s'est arrêté. Il est ressorti devant Hamilton. Hamilton n'était pas très content et tout. Et Vettel s'est arrêté quelques tours après, je crois un ou deux tours après. Et il est ressorti devant Pierre Gasly. Vraiment, ils se sont affrontés dans la montée. Et clairement, c'était incroyable parce que on a cru qu'il s'était accroché. Même Julien Febvre a dit putain, il faudrait revoir l'axo et tout. Vraiment, Vettel est sorti des stands et puis d'un coup la caméra est passée à autre chose, à un replay de je sais plus quel pilote. Donc là on a vraiment cru que les deux pilotes, Gasly et Vettel, s'étaient accrochés. Et au final, non, Vettel est arrivé à conserver son avantage, donc la 5e place. Il s'est éloigné. Il a très bien géré sa course, il a fini à très belle 5e place. J'ai même cru à un moment donné qu'il allait pouvoir passer Perez, parce que Perez était premier, puis il s'est arrêté, il est ressorti 4e. Mais je me suis dit, il y a moins que Vettel arrive à le passer, mais bon, Perez a été plus frais, et puis la Red Bull est plus performante que l'Aston Martin. Et au final, il finit 5e, donc très belle course de la part de Vettel. Et puis ça fait plaisir, parce que clairement, après 4 premiers Grands Prix difficiles avec sa nouvelle écurie, il y en a qui commencent à avoir des doutes. Moi, clairement, j'ai jamais eu de doute. Clairement, je sais que c'est un très bon pilote. Bon, je pense qu'il est aussi un peu en fin de carrière et peut-être pas qu'il va rester non plus encore 4 ou 5 ans. Mais voilà, là, vraiment, le week-end était vraiment très cool. Qualification en Q3, 8e place sur la grille, 5e place en course. Et puis, Lance Stroll, très belle course aussi. Je sais plus s'il s'est qualifié combien en qualification. Mais il était en temps du top 10, clairement il s'est pas qualifié en Q3, je crois qu'il était 12e ou 13e, quelque chose comme ça. Et en course, clairement, très belle course, vraiment, il a fait des dépassements et tout. Et puis très belle stratégie aussi de la part d'Aston Martin avec le Lance Stroll comme Sébastien Vettel. Il a continué avec ses pneus, et du coup il a passé tous les pilotes qui s'arrêtaient. Il s'est arrêté vers la fin de course et il est ressorti devant Ocon et Giovinazzi qui était à la 9e, 10e place. Donc 8e place pour Lance Stroll, vraiment incroyable. Il est sorti je crois 4-5 secondes devant Esteban Ocon. Donc ouais, 14 points pour Aston Martin. Du coup en classement constructeur c'est incroyable parce que ils sont 5e du coup en classement constructeur. Ils avaient dit en début d'année qu'ils visaient justement la 5e place. Donc là, c'est très cool. Donc ils sont un point devant AlphaTauri. Le classement, clairement, il est juste incroyable parce que on a Red Bull et Mercedes qui se battent pour le titre constructeur, la première place constructeur. Ensuite, on a McLaren et Ferrari qui se battent pour la 3e place. Et derrière, on a Aston Martin, AlphaTauri, Alpine qui ont 19, 18 et 17 points. Donc Aston Martin a 19 points, AlphaTauri 17 et Alpine 17. C'est ça, Aston Martin 19, AlphaTauri 18 et Alpine 17. Après derrière on a Alfa Romeo 1 point et puis Williams et As qui n'ont toujours pas de points. Donc ouais, vraiment très beau week-end de la part de Aston Martin, vraiment. Maintenant il faut confirmer sur les prochains week-ends. Après évidemment le Grand Prix Monaco est un peu spécial et c'est pas vraiment une piste qui demande beaucoup de puissance moteur. Et puis voilà, c'est un week-end particulier, donc on peut faire de beaux résultats. Il faut juste pas aller taper le rail. Et clairement, parce que ce qu'ils ont fait, Stroll et Vettel, ils n'ont pas été taper le rail. Ils ont fait une très belle course, très belle stratégie de la part d'Aston Martin. Et puis ça fait plaisir de voir Vettel dans le top 5. Donc maintenant, j'espère qu'ils vont confirmer lors des prochains week-ends. Même si je pense que ça va être plus difficile à Bakou et les prochaines courses. Mais je m'inquiète pas pour Aston Martin. Ils ont les moyens. Je pense qu'ils vont monter dans le classement au fil de l'année. Et puis si ce n'est pas le cas cette année, ça sera pour la nouvelle réglementation en 2022. Le deuxième point marquant pour moi sur Grand Prix de Monaco 2021, c'est Ferrari. Il y a de la joie et de la déception, je pense, du côté de Ferrari. J'ai un peu résumé le week-end de Ferrari, mais je parlerai de Charles Leclerc dans les point décevant parce que c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup déçu, qu'il fasse la pole et que derrière clairement il ne puisse pas prendre le départ de la course il y a quelques heures. Donc ouais, un peu décevant. Donc Ferrari jeudi, donc les essais libres parce qu'ils ont le jeudi à Monaco et pas le vendredi, c'est comme ça depuis des années maintenant. Ils confirment dès le jeudi, les Ferrari sont présentes, Sainz comme Leclerc vraiment font des chronos incroyables. Tout le monde est surpris, même nous, clairement on ne s'attendait pas il y a 2 semaines après le Grand Prix d'Espagne que Ferrari soit présent à Monaco.
Et Monaco, c'est toujours un week-end particulier. Donc Clermont, il confirme le jeudi en essai libre 1 et 2. Le samedi, essai libre 3 avant le qualif, il confirme aussi Sens et Leclerc. Et en qualification, les deux Ferrari en Q3. Leclerc, c'est le meilleur chrono lors de la première tentative. Et puis la seconde tentative a lieu. Tout le monde est en train d'améliorer. Et là, Charles Leclerc fait l'erreur qu'il ne faut pas faire à Monaco. Il va taper le rail, la suspension casse, il ne peut rien faire. Il va tout droit, il tape le mur. Drapeau rouge, la séance est terminée à, je crois, 15 ou 16 secondes de la fin. Derrière, il y a Carlos Sainz qui passe à côté de Charles Leclerc et on voit en caméra embarquée qu'il tape avec ses mains sur son volant parce qu'il est dégoûté, parce que il savait que la pole était possible à Monaco. Et clairement, la pole à Monaco, c'est incroyable parce que si on fait la pole le samedi, c'est quasiment sûr qu'on gagne le dimanche si on prend un bon départ, si on va pas taper le mur et si on fait un bon arrêt au stand, c'est quasiment sûr qu'on gagne le Grand Prix. Si on a vraiment de la chance et tout, clairement, c'est sûr qu'on le remporte. Donc il est un peu dégoûté, Carlos Sainz. Verstappen aussi, il y a une ambiance assez tendue. Hier, lors de la Q3, quand Leclerc a tapé le mur, que drapeau rouge et qu'il a la pole, même moi j'étais content, mais devant ma télé, j'étais assis là devant ma télé juste ici, je ressentais un peu de joie, mais aussi un peu de tension, il y avait un peu de tension dans l'air. Tu sentais qu'au niveau du paddock, il y avait un peu de tension parce que oui, il avait la pole, mais il a crashé sa voiture. Donc certains ont commencé à dire il l'a fait exprès et tout, mais tu peux pas faire exprès à Monaco. On voit en caméra embarquée que il tourne, il va trop près du mur. Il touche, je connais pas le nom du virage parce que les virages à Monaco je les connais pas, mais c'est où Verstappen avait tapé il y a quelques années avec la Red Bull lors des essais libres 3 et du coup ça l'avait vraiment pénalisé pour la qualification ensuite. Donc il tape, la suspension casse, il va taper le mur, drapeau rouge et clairement tous les pilotes qui amélioré derrière, donc Sainz, Verstappen, Bottas, Norris, Gasly et aussi Hamilton, tous les pilotes je crois améliorés, mais je pense clairement que il aurait peut-être eu du mal justement à avoir la pole. Je pense que Sainz était très rapide aussi lors des 3 séances d'essai libre, donc je pense que Sainz aurait pu chercher la pole, tout comme Verstappen. Norris, je pense pas qu'il aurait pu chercher la pole, mais il aurait pu faire, je pense, peut-être un top 3. Gasly était aussi très présent en qualification, vraiment il était très rapide en Q3. Donc clairement, je pense que j'aurais bien voulu avoir le final vraiment entre Sainz, Verstappen, Leclerc, Gasly, Norris et Bottas. Je pense que les 4 pilotes qui auraient pu chercher la pole, c'est Leclerc, Sainz, Verstappen et Bottas. Je pense pas que Norris et Gasly auraient pu chercher la pole. Hamilton était un peu loin ce week-end, donc un peu décevant que Leclerc ait tapé le mur, mais clairement ça arrive, c'est Monaco. Donc la pole position pour Charles Leclerc. Je parlerai de Charles Leclerc d'un point décevant. Mais il n'a pas pu prendre le départ de la course il y a quelques heures quand le départ a commencé. Du coup, la pole est quand même revenue à Leclerc puisqu'il a pas changé la boîte de vitesse. On était inquiet par rapport à la boîte de vitesse et tout. Mais j'en parlerai d'un point décevant. J'ai pas envie de trop parler de Charles Leclerc. Là, je parle des points marquants, les points positifs pour moi de ce Grand Prix de Monaco. Donc, je parlais du coup de son coéquipier Carlos Sainz. Donc, Carlos Sainz, il n'a pas pu faire la pole clairement parce que Leclerc a tapé le mur. Et en qualification, du coup, il s'est qualifié 4e. Il s'est lancé du coup 4e de la grille du départ. La première place, il n'y avait personne vu que Leclerc n'a pas pris le départ de la course. Il a abandonné avant la course. Vraiment, limite, c'est un forfait avant la course. Donc très rapidement, ils se sont retrouvés à la 3e place derrière Verstappen et Bottas puisque Leclerc n'était pas présent au niveau du Grand Prix. Et puis Bottas a eu un problème au niveau des stands. Sainz commençait à rattraper un peu Bottas avant que Bottas s'arrête. C'est un très bon rythme Carlos Sainz. Et puis Bottas a eu un problème au stand, la roue avant droite, l'écrou était bloqué et les deux pistolets ils n'arrivaient pas à l'enlever. On a vu des trucs explosés au niveau de la roue, donc clairement abandon pour Valtteri Bottas. Carlos Sainz il passe 2e derrière Max Verstappen. Là je me suis dit Carlos Sainz il était bon tout le week-end en essai libre, il était aussi rapide que Leclerc. Qualification, il n'a pas pu faire la pole mais il était très rapide. Je me suis dit il y a moyen qu'il a cherché Verstappen. Il est un peu remonté, il est remonté à 2 secondes, 2 secondes 1, 2 secondes 2. Puis après, il a fini à 8 secondes. Vraiment, Verstappen avait beaucoup plus de rythme que Carlos Sainz. Vraiment, Carlos Sainz, il m'a surpris. Premier podium avec Ferrari cette année. C'est son 2e podium en carrière en Formule 1, puisqu'il a fait un podium avec McLaren l'année dernière en Italie, quand Pierre Gasly avait remporté le Grand Prix de Monza. Complètement fou, vraiment. Un des meilleurs Grands Prix que j'ai vu à ce jour depuis que je joue à la Formule 1, depuis que j'ai commencé en 2005-2006 quand Alonso avait gagné cette titre. Et donc il finit 2e derrière Verstappen, vraiment très belle course, 2e podium en carrière, premier podium avec Ferrari cette année. Et vraiment c'est cool de voir sur le podium parce que ce week-end on a senti qu'il était à l'aise avec la voiture, qu'il se sentait à l'aise à Monaco et qu'en course il était aussi présent, il se sentait vraiment bien à l'aise. Donc j'espère vraiment que Carlos Sainz il va confirmer lors des prochaines courses. J'espère que la Ferrari va aussi confirmer lors des prochaines courses. J'ai dit lors du premier débrief lors du Grand Prix de Bahreïn et aussi le deuxième je crois d'Emilie-Romagne, j'avais dit que Ferrari il pouvait aller chercher les pôles et les victoires cette année. Ils l'ont quasiment fait. Et Leclerc chez la pole, ils n'ont pas été chez la victoire parce que clairement Leclerc n'a pas pris le départ. Mais je pense que si Leclerc aurait pris le départ, je pense qu'ils auraient
eu moyen de grandes chances, clairement ils auraient eu de grandes chances de remporter le Grand Prix. Donc ouais, j'espère que Ferrari va confirmer lors des prochaines courses. Je pense que Bakou dans 15 jours, c'est un peu un circuit en ville, donc je pense que la Ferrari risque de bien marcher. Et puis voilà, ils vont confirmer pour le reste de l'année. Et puis s'ils continuent comme ça, clairement, il y a de bonnes bases pour 2022. Et clairement, avec la nouvelle réglementation 2022, Ferrari, je pense qu'ils vont revenir dans le match Mercedes-Red Bull. Et ça va être une année incroyable. Donc vraiment, j'espère que Ferrari va confirmer pour les prochaines courses. Et j'espère que Leclerc aura un peu plus de chance que ce week-end à Monaco. Le troisième point marquant pour moi de ce Grand Prix de Monaco 2021, c'est que beaucoup de pilotes ont surpris. Ils ont marqué des gros points, certains pilotes, comme Sébastien Vettel, j'en ai parlé avant, comme Lance Stroll. Voilà, vraiment, Aston Martin a marqué de gros points ce week-end. C'est clairement la plus grosse ratio de points qu'ils ont fait cette année. Et aussi un pilote qui a beaucoup surpris, clairement, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse le podium, c'est Lando Norris avec la McLaren Mercedes. Ce week-end, clairement, ils avaient une livrée spéciale Gulf, clairement une livrée assez spéciale pour McLaren. Et clairement, quand ils ont montré cette livrée il y a quelques jours, je me suis dit, elle est vraiment très stylée, je la trouve vraiment très stylée cette livrée. C'est juste dommage que c'était juste pour le Grand Prix de Monaco parce que vraiment ça a porté chance à Lando Norris, ça n'a pas porté chance à Daniel Ricciardo, mais vraiment par rapport à la livrée normale en orange, je préfère largement celle-là de Souquet Monaco, mais quand même apparemment c'était juste pour ce Grand Prix à ce que j'ai compris. Mais voilà, elle a porté chance à Lando Norris puisqu'en qualification il se qualifie 5e, très vite il se retrouve 4e au départ puisque Charles Leclerc n'a pas pris part au départ. Et puis quelques tours après le départ, Valtteri Bottas a abandonné, comme j'ai dit avant. Voilà, sa roue avant droite, ils sont pas arrivés à l'enlever, les roues étaient bloquées, il y a un truc à se poser, impossible dans le pneumatique avec les pistolets. Donc clairement abandon de Valtteri Bottas. Lando Norris il passe 3e, il est arrivé un peu à suivre Sainz, mais très rapidement la Ferrari avait un meilleur rythme, enfin clairement Sainz et la Ferrari avaient un meilleur rythme que la McLaren ce week-end. Et en course, clairement, voilà, après Carlos Sainz, clairement, il est arrivé à rester 3e. Il a signé le podium à Monaco, clairement, premier podium pour Lando Norris en principauté. Du coup, c'est son 3e podium avec McLaren, vu que l'année dernière, il a signé un podium en Autriche lors de la manche d'ouverture. Ensuite, à Imola, il y a quelques semaines, lors de la manche d'ouverture justement du championnat 2021, il a signé un 2e podium. Et là, clairement, il signe un 2e podium cette année. Ils sont 3e avec McLaren en comptant celui obtenu en Autriche l'année dernière lors de la manche d'ouverture du championnat 2020. Et ouais, vraiment très belle course, il a géré la course, il n'a pas eu vraiment de difficultés. Enfin, il y a Perez qui l'a attaqué en fin de course, mais il est arrivé à garder son calme, il est arrivé à conserver sa 3e place. Après, dépasser à Monaco, c'est un peu dur, il y a juste la ligne droite, le virage, ouais, il n'y a pas vraiment d'endroit à passer à Monaco, donc Perez n'est pas arrivé à passer Lando Norris. Mais voilà, très belle course de la part de Lando Norris. Son contrat a été renouvelé il y a quelques jours et je pense que ça lui a vraiment donné encore plus de confiance. Et puis voilà, la livrée apparemment lui a porté chance. Par contre, Ricciardo, il a un peu du mal. Il a été éliminé, je crois, en Q2. Vraiment, il était dégoûté d'être éliminé en Q2 parce que on sait que Daniel Ricciardo, il apprécie cette piste avec Red Bull. Clairement, il avait brillé et tout. Avec Renault, je sais plus trop, 2019, il avait eu du mal. Et là, le Grand Prix n'a pas eu lieu. Donc ouais, clairement, c'est que c'est un Grand Prix qu'il apprécie beaucoup, Daniel Ricciardo, le Grand Prix Monaco. Qualification, vraiment, il a eu du mal, j'arrive pas à trouver le mot. Vraiment, qualification horrible pour Daniel Ricciardo, c'est ce que je voulais dire. Il est éliminé, je crois, en Q2. En course, clairement, impossible de rentrer dans les points. Il finit, je crois, 13e ou 14e en dehors des points. Il s'est fait même prendre un tour par Lando Norris qui lui a quand même fait un petit coucou pour lui dire ouais, je sais que en ce moment, t'as un peu du mal, mais ça va venir, clairement. Il faut pas perdre confiance. Je pense que Ricciardo, voilà, c'est un excellent pilote et voilà, on sait qu'il a du mal à s'adapter à ces nouvelles voitures. Quand il change d'écurie, Renault la première année il a eu du mal, l'année dernière il a été incroyable, il a signé plusieurs podiums avec Renault. Là clairement ça fait 5 courses, voilà, en Espagne il y a 2 semaines. On sentait qu'il était un peu plus à l'aise dans la voiture, comme j'ai dit dans mon débrief du Grand Prix d'Espagne. Et je pense aussi que l'écurie sentait qu'il était un peu plus à l'aise. Mais en ce moment, ce week-end, il y a des Grands Prix, ça marche pas. Et ce week-end, clairement, Monaco, ça n'a pas marché. Mais il faut pas perdre espoir. Voilà, Lando Norris, il marque quand même de gros points pour McLaren. Il reprend du coup la 3e place du championnat, Lando Norris. Et clairement, il confirme que c'est le meilleur derrière Verstappen, parce que Verstappen prend la tête du championnat pour 4 points devant Hamilton, parce qu'Hamilton a un week-end très très difficile. Mais j'en parlerai dans les points décevants. Donc il reprend du coup la 3e place du championnat, Lando Norris. Donc il confirme que c'est bien le 3e meilleur pilote cette année. Et j'ai vu un article juste avant le tournoi de débrief il y a quelques minutes que McLaren n'allait pas encore dire quand ils allaient arrêter le développement de la voiture 2021. Donc s'ils continuent jusqu'à 5 voire 6 courses de la fin de l'année et après ils se concentrent vraiment sur 2022, je pense qu'ils sont déjà un peu concentrés sur 2022. Avec la nouvelle réglementation qu'il va avoir, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais si voilà, ils arrêtent à 5-6 courses à la fin, le développement de la voiture 2021, je pense que Lando Norris il a de grandes chances de finir 3e championnat. Et voilà, il est juste incroyable Lando Norris cette année. Vraiment, il a vraiment monté d'un step, il est vraiment monté d'un niveau. Et Ricciardo, il a un peu du mal à le suivre. Mais Ricciardo, c'est un excellent pilote, faut pas l'oublier. Il a plusieurs victoires à son actif, il a aussi des pole positions, des podiums. Et voilà, je pense que s'il a rejoint McLaren, c'est pour gagner le titre. Donc clairement,
On va voir ce que va faire Ricciardo lors des prochaines courses. Ensuite, le deuxième pilote qui pour moi fait une très belle course et qui a ramassé beaucoup de points ce week-end, c'est Pierre Gasly avec l'AlphaTauri. Il a fini 6ème, il s'est lancé 6ème lors du départ, il était 5ème, mais bon, Vettel l'a passé lors des arrêts au stand. Clairement, on a eu un dépassement incroyable de la part de Sébastien Vettel et clairement, c'est vraiment le Sébastien Vettel qu'on veut voir avec Aston Martin. J'en ai parlé dans les points marquants un peu plus tôt pour Vettel et Aston Martin, mais ouais, vraiment, Pierre Gasly a fait une très belle course en qualification. Il s'est qualifié 6ème derrière Lando Norris. Je pense même qu'il aurait pêché Lando Norris si Leclerc ne se serait pas planté lors de sa deuxième tentative en Q3. Peut-être pas qu'il serait peut-être pas cherché Carlos Sainz parce que la Ferrari était vraiment sur une autre planète ce week-end, mais je pense qu'il aurait pêché la McLaren de Lando Norris. Il était donc du coup 5ème lors du départ de la course parce que Leclerc n'était pas sur la grille. Je le répète beaucoup, mais clairement tous les pilotes ont gagné une place vu que Leclerc n'était pas sur la grille de départ. Il n'a pas fait la course il y a quelques heures. Il était 5ème et il aurait pu finir 5ème, je pense, de la course, mais Vettel a vraiment fait une stratégie incroyable. Il a fait un très beau dépassement lorsqu'il est sorti des stands et du coup Pierre Gasly finit 6ème. Il a vraiment fait une belle course parce que il aurait pu finir 5ème et Vettel fait une meilleure stratégie avec l'Aston Martin et puis il est arrivé à conserver pendant 78 tours Lewis Hamilton. Hamilton s'est arrêté avant pour faire l'undercut, sauf que Gasly a anticipé. Il s'est arrêté je crois un tour après ou 2 tours après, je crois plus un tour après parce que Vettel est sorti 2 tours après devant Pierre Gasly et Hamilton était vraiment furax vraiment avec Mercedes. Il dit comment ça se fait qu'il est devant moi, l'undercut aurait dû marcher et tout, ça va pas. Et vraiment il arrive à conserver Hamilton derrière lui pendant les 78 tours, donc vraiment incroyable de la part incroyable de la part de Pierre Gasly, vraiment une course incroyable, un week-end incroyable. Alors qu'il a dit clairement que tout le week-end AlphaTauri était très difficile à conduire. En qualification, il a dit en interview il y a quelques heures, enfin quelques minutes quand le Grand Prix s'est terminé, qu'en qualification, l'AlphaTauri marchait plutôt bien, donc il était content de sa qualification d'hier, mais que clairement, voilà, dans l'ensemble, la voiture était un peu difficile à conduire ce week-end, mais il a quand même bien performé, 6ème place, donc clairement ça fait très plaisir de voir Gasly marquer de gros points après 4 grands prix difficiles. Clairement, bon, les 2 premiers étaient incroyables, mais il n'a pas su concrétiser en course. Le Grand Prix d'Espagne était très difficile aussi. Bon, voilà, ça dépend des Grands Prix, mais clairement, dans l'ensemble, il a fait une belle course aujourd'hui, clairement. Et puis voilà, il ramasse des points. Du coup, AlphaTauri sont 1 point derrière Aston Martin qui prend la 5ème place du championnat. AlphaTauri sont 6ème et derrière, il y a Alpine qui a 17 points. Eux en ont 18, AlphaTauri, et Aston Martin en ont 19. Comme j'ai aussi dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'Aston Martin, clairement la lutte pour la 5ème place s'annonce très serrée. Ensuite, le 3ème pilote, faut que je parle clairement, c'est obligé, c'est Max Verstappen qui prend enfin la tête du championnat. C'est la première fois de sa carrière qu'il prend la tête du championnat. 4 points d'avance sur Lewis Hamilton. Hamilton était absent tout le week-end, vraiment un week-end catastrophique pour Hamilton. Il n'est pas arrivé à trouver les bons réglages. Bottas, il est arrivé un peu à trouver les réglages entre l'essai libre pro et la qualification. 3ème place en qualification. En course, clairement, il était derrière Verstappen. Il aurait pu, je pense, lâcher la victoire. Il était très menaçant sur Max Verstappen, mais bon, la roue, clairement, ils sont pas arrivés à la sortir. Mercedes, donc abandon pour Bottas. Et Hamilton, il s'est qualifié 7ème. Il finit 7ème. Et vraiment, tu sentais que ce week-end, c'était pas un week-end qui lui réussissait. Clairement, il était très déçu de sa qualification. En course, clairement, il était très furieux de ressortir derrière Pierre Gasly, que Vettel le passe et que même Sergio Pérez le passe. Donc ouais, clairement, week-end très difficile pour Lewis Hamilton. Et puis Verstappen, du coup, il en profite, il gagne le Grand Prix, il prend un tel championnat pour 4 points. Normalement 5 points, mais Hamilton prend le meilleur tour. Donc clairement, ça fait 1 point en moins pour Verstappen. Et donc 4 points d'écart. Et Verstappen prend un tel championnat. Et c'est incroyable, clairement. C'est la première fois qu'il prend un tel championnat depuis qu'il arrive en Formule 1. Et Red Bull aussi, il ne faut pas oublier que Red Bull prend un tel championnat pour 1 point. Je vais un peu parler des classements en constructeur, donc j'ai un petit post-it ici, mais je vais vous le mettre, le tableau au classement constructeur. Donc on a Red Bull qui est premier avec 149 points, Mercedes deuxième 148 points, donc les deux se battent pour le titre constructeur. Ensuite la 3ème place c'est très serré puisqu'on a McLaren 80 points, suivi par Ferrari qui a 2 points, 78 points, et la 5ème place c'est très serré parce que comme j'ai dit plusieurs fois lors de ce débrief quand j'ai parlé d'Aston Martin et de Pierre Gasly il y a quelques minutes, il y a quelques secondes plutôt, Aston Martin 5ème place 19 points, AlphaTauri 6ème 18 points, Alpine 7ème place 17 points, et puis ensuite derrière on a Alfa Romeo qui a inscrit ses premiers points grâce à Giovinazzi qui a fait la 10ème place de ce Grand Prix Monaco, 1 point, Williams 9ème et As 10ème. Donc clairement voilà, on a vraiment 3 batailles. On a la première place Red Bull Mercedes, ensuite on a la 3ème place McLaren Ferrari et la 5ème place Aston Martin, AlphaTauri, Alpine, et puis après bon, on a Alfa Romeo, As et Williams.
Donc ouais, vraiment c'est très cool que le même week-end il prend la tête du championnat et que Red Bull prend aussi la tête du classement constructeur, mais aussi c'est aussi grâce à Perez, parce que Perez a fait un week-end incroyable, messieurs dames. Vraiment il a fait un week-end incroyable, Sergio Perez. Il a loupé le problème de peu, mais voilà, il a fait une très belle course et il a cherché de bons points. Bon, il a encore un peu du mal avec la Red Bull, mais voilà, il commence à être un peu plus à l'aise. Je dis ça à chaque débrief, mais clairement, ce week-end était vraiment très cool. Très belle stratégie de la part de Red Bull comme Aston Martin. Il est ressorti devant Vettel, Gasly, Hamilton. Il a fini au pied du podium. Donc ouais, clairement, le podium, il se rapproche pour Sergio Perez avec la Red Bull. Et ensuite, le quatrième pilote qu'il faut que je parle, Norris, Gasly, Verstappen, c'est Schumacher, le fils donc de Michael Schumacher, Mick Schumacher, qui pour moi progresse. C'est la première fois que j'en parle lors d'un débrief cette année, mais pour moi j'avais besoin d'en parler parce que je voulais en parler lors d'un débrief il y a quelques semaines clairement, mais après je me suis dit non, je vais pas parler de Schumacher pour l'instant, je vais attendre qu'il progresse un peu. Et ce week-end pour moi il a montré qu'il progressait. Avant qu'il se crache en essai libre 3 avant les qualifications, il était 14e des essais libre 3 et il s'est crashé. Et du coup, il n'a pas pu prendre part aux qualifications. Et c'est dommage parce que vraiment, il était devant Mazepin lors des essais libre 3. 14e place, je pense qu'il y aurait eu moyen qu'il a cherché la Q2 en qualification. Malheureusement, il a crashé sa voiture juste avant la qualification. Et malheureusement, à Monaco, ça ne pardonne pas. On crache sa voiture en essai libre 3 juste avant la qualification. Et bien, clairement, on ne prend pas part à la qualification. Enfin, ça dépend des dégâts, mais en général, on ne prend pas part à la qualification. Max Verstappen l'a vécu il y a quelques années. Donc ouais, Schumacher il progresse, il prend son temps. De toute façon, voilà, je pense qu'il a une grande carrière en Formule 1 qui l'attend. Je pense que dans quelques années, il ira chez Ferrari, peut-être à la place de Carlos Sainz. Je pense pas à la place de Leclerc, mais je pense qu'il a sa place peut-être chez Ferrari ou chez Mercedes. On verra où il va dans plusieurs années. Mais voilà, il prend son temps, il a raison. De toute façon, c'est un des nouveaux qui a cette année en Formule 1 avec Mazepin et Tsunoda. Voilà, il progresse petit à petit. On sait que la Haas, elle est très difficile à conduire et qu'elle ne fait pas toujours ce que les pilotes veulent. On l'a pu voir ce week-end avec Mazepin. Non, Mazepin, c'est pas loupé. On l'a pu voir à Schumacher. Voilà, elle est instable et tout. Et des fois, elle fait ce qu'elle veut, la voiture. Et bam, Schumacher l'a tapé. Donc, ouais, un peu décevant. Mais clairement, il progresse petit à petit. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un Grand Prix cette année où il pourra vraiment aller chercher 1 ou 2 points. La Haas n'a pas le niveau cette année, clairement. Mais ouais, il progresse petit à petit. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans les années à venir parce qu'il a été vraiment incroyable dans les catégories inférieures. Donc vraiment Schumacher, vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire comme son père? Clairement, je pense qu'il a un peu des fois la pression, mais il ne faut pas qu'il se mette la pression. Il est là, il est en Formule 1 pour plusieurs années, donc ouais, hâte de voir ce que va faire Schumacher lors de la saison enfin pour les prochains Grands Prix aussi. Pour les années à suivre. Le quatrième point marquant pour moi, ce Grand Prix de Monaco 2021, alors ça ne concerne pas la F1 mais la F2 parce qu'on avait pas mal de catégories présentes ce week-end à Monaco. On avait donc la F1, la F2, la Porsche Hyper Cup si je ne me trompe pas et la Formule Alpine. Et donc clairement moi la F1 et la F2 je regardais pas trop ces dernières années. Je me suis vraiment intéressé l'année dernière. Clairement j'ai commencé à regarder la F2 mais aussi la F3 parce qu'on avait justement Théo Pourchaire. Je vais pas de Théo Pourchaire dans quelques secondes. Vous connaissez sûrement pas Théo Pourchaire mais clairement je l'ai découvert l'année dernière en F3. Je suis intéressé au championnat de F3 parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a la F3. Ensuite, si tu es champion, clairement si tu fais des bons résultats, mais en général c'est quand tu es champion, tu accèdes à la Formule 2, donc l'antichambre de la Formule 1. Et en général après, si tu es champion, tu accèdes à la F1. Clairement, c'est une écurie, tu as dans son junior team de plusieurs années, tu arrives en Formule 1. Souvent, il y en a qui attendent des années avant d'arriver en Formule 1 parce qu'il n'y a pas assez de place et que 20 baquets. Et donc, je me suis intéressé à la F3 l'année dernière pour suivre Théo Pourchaire parce que je l'avais découvert dans Auto Hebdo. Clairement, il y avait une interview, clairement, ça m'intriguait beaucoup. Je ne connaissais pas ce jeune Français qui avait gagné, je crois, avant d'accéder à la F3, la F4. Donc, clairement, voilà, il a gagné la F4, il accède du coup à la F3. Il était vice-champion l'année dernière derrière Oscar Piastri, excusez-moi, l'Australien qui est géré par Mark Webber, ancien pilote de Formule 1. Ouais, son manager c'est Mark Webber. Du coup, vu que Oscar Piastri était champion de F3, il a accédé à la F2 cette année. Et Théo Pourchaire, vu qu'il était vice-champion de la F3 l'année dernière, il a aussi accédé à la F2 cette année. Et ce week-end à Monaco, il était irréprochable. Donc cette année, la Formule 2, excusez-moi, a changé de format. Donc on a normalement le vendredi les qualifications, mais là vu qu'on est à Monaco, les qualifications étaient jeudi. Jeudi, donc il y a 3 jours puisqu'on est dimanche, Théo Pourchaire fait la pole position, clairement il surprend tout le monde et je crois qu'il colle 2 ou 3 dixièmes au deuxième, je sais plus qui c'était le deuxième, il colle 2 ou 3 dixièmes à Piastri, je crois que c'était deuxième. Ensuite en course 1, le vendredi en course 1 sprint, parce qu'il y a 2 courses sprint, il finit 7ème de la première course sprint. Le samedi matin il se lève très tôt les pilotes pour la deuxième course sprint, la course a lieu à 8h, donc ils se sont levés vers 6h30, 7h je pense, le temps de faire les stratégies de course et tout. Donc course numéro 2, course 2 sprint, il finit 4ème, enfin 5ème normalement, mais le premier pilote je sais plus comment il s'appelle.
Je crois que c'est Tiktoum s'est fait disqualifier parce que la voiture, il y avait un truc qui n'avait pas sur la voiture. Donc il finit 4e de la seconde course sprint, Théo Pourchaire. Et pour la course principale qui a eu lieu donc samedi après-midi après, après les qualifications de Formule 1, vu qu'il avait pris la pole le jeudi en qualification, il s'élance premier et il a été devant pendant toute la course clairement. Vraiment il a gagné le Grand Prix, donc il a gagné en principauté. On a un Français qui a gagné en principauté ce week-end. Voilà, Gasly n'a pas remporté le Grand Prix de Formule 1 par exemple, donc on a quand même eu un Français, la Marseillaise, Aaron Tanti en principauté à Monaco. Et clairement, ce que je veux dire pour moi c'est incroyable, il a 17 ans et demi, il est déjà en Formule 2. Et clairement c'est le plus jeune vainqueur en Formule 2. Il a gagné ce week-end, donc hier après-midi après les qualifications de Formule 1. Enfin c'était plus hier en fin d'après-midi puisque la course principale était à 17h, je crois 17h30 je me trompe pas. Et donc c'est le plus jeune vainqueur en Formule 2, 17 ans et demi. Et du coup au championnat il remonte dans le classement, 47 points, il a 21 points de Zhou qui est dans la filière alpine qui est en tête du championnat. Et Piastri qui était champion de F3 l'année dernière, il est Pourchaire à 7 points de Piastri. Voilà, donc on a un beau classement là. On a Zhou qui est dans la filière, je vais pas le dire, qui est dans la filière alpine. Clairement l'année dernière, il n'a pas été champion. C'est Schumacher qui avait été champion. Piastri, clairement, il arrive de la F3, il est déjà deuxième championnat. Et puis Pourchaire, pareil, il arrive de la F3, il est déjà deuxième derrière Piastri. Donc ouais, clairement, on a un beau top 3 là. Clairement, Zhou, Piastri et Théo Pourchaire. Clairement, il était incroyable tout le week-end. Pourchaire, vraiment, course sprint 7e, deuxième course sprint 4e. Et puis la course principale, clairement, il a pris la pole le jeudi en qualification. Il finit premier. Retenez bien ce nom, Théo Pourchaire. Il est dans la filière Sauber, parce que voilà, il est dans la filière Sauber, il n'est pas dans la filière Alfa Romeo. Mais il est soutenu par Fred Vasseur, donc par Frédéric Vasseur. Donc clairement, je pense que si cette année il gagne le championnat, ce qui serait vraiment incroyable, je pense, à son âge en Formule 2, je pense que ça serait le plus jeune vainqueur du championnat de F2. Peut-être que l'année prochaine, il remplacerait Raikkonen chez Alfa Romeo ou Giovinazzi. On sait que Raikkonen, il est quasiment en fin de carrière. Je pense qu'il va peut-être qu'il va arriver en fin d'année où il va faire une saison en plus par rapport à la nouvelle réglementation 2022. Il fait ce qu'il veut, Kimi Raikkonen, vraiment il se fait plaisir comme il a dit, et comme il dit souvent, je prends du plaisir encore en Formule 1 et quand je prendrai plus plaisir, je m'en irai. Peut-être que ça sera en fin d'année, peut-être que ça sera en fin d'année 2022, peut-être qu'il veut essayer comme Lewis Hamilton les nouvelles voitures 2022. Mais clairement, retenez bien ce prénom, Théo Pourchaire, 17 ans et demi. Il a gagné ce week-end la course de Monaco, plus jeune vainqueur en Formule 2. Il est dans la filière Sauber Academy et il est soutenu par Frédéric Vasseur. Et je pense que si Raikkonen s'en va à la retraite en fin d'année, clairement, il y a de grandes chances que Théo Pourchaire soit aille en Formule 1 l'année prochaine, ou alors il fait une seconde saison en Formule 2 pour prendre un peu plus d'expérience. Il est jeune, mais il a le mental. Voilà, dans Auto Hebdo qui est sorti la semaine dernière, où il y a écrit Grosjean la résurrection, vu qu'il court en IndyCar. Voilà un inédit, une journée à l'école avec Théo Pourchaire. Et dedans, il y a le formateur qui dit qu'il est de la même trempe que Pierre Gasly et Antoine Hubert. Donc clairement, ça veut dire beaucoup. Alors attendez, je remets Auto Hebdo. Ça veut dire beaucoup clairement pour moi, il est vraiment hyper concentré, il se met pas la pression et tout, il est encore jeune, donc je pense peut-être que Frédéric Vasseur lui sera peut-être une année en F2 s'il n'est pas champion, mais s'il est champion, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait qu'il retente la Formule 2 pour garder son titre de Formule 2, ça serait bizarre, mais on verra bien. Donc retenez bien ce nom, Théo Pourchaire, parce que clairement c'est un des futurs talents français de la Formule 1, et clairement suivez la F2 cette année parce que vraiment je pense qu'il va continuer à faire de très belles choses. Théo Pourchaire, futur peut-être champion français en F1. On passe maintenant au point décevant pour moi ce Grand Prix de Monaco 2021. Le premier point décevant c'est évidemment Charles Leclerc. Clairement il a fait la pole position hier en qualification. Tout le monde était surpris, mais clairement il a craché sa voiture, la suspension a cassé et clairement on était tous inquiets parce qu'on pensait que ça avait touché la boîte de vitesse. Le crash était clairement pas non plus spectaculaire, mais on sait que les éléments sont très fragiles en Formule 1 et clairement ils ont fait une première inspection. Donc hier soir, samedi soir, après les qualifications Ferrari, ils ont dit apparemment il n'y a pas de problème, on verra demain matin, on refera une inspection demain matin avant la course. Ils ont fait une inspection, ils ont dit que clairement la boîte de vitesse n'avait rien du tout, donc il garderait donc la pole position. Il fait son tour de chauffe, enfin il sort des stands avant la course pour faire son tour de chauffe et aller sur la grille de départ.
Il sort du tunnel comme je l'ai dit tout à l'heure et là à la radio on entend non 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 non, donc non clairement ça veut dire non en anglais clairement. Clairement voilà, il était en train de limite gueuler à la radio, enfin pas gueuler mais il était je pense dégoûté parce qu'il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas sur la voiture, il faisait non 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 et voilà il met à un moment donné on voit en caméra embarquée si je me trompe pas, je crois que c'est Charles Leclerc qui voilà pendant son tour de chauffe clairement met ses mains sur son casque et clairement il sait qu'à ce moment là il prendra peut-être pas le départ de la course, il rentre au stand et clairement il lui reste que 5 minutes pour sortir avant que la pit lane ferme, sinon il s'élancera de la pit lane. Donc là il perd sa pole position, Ferrari sont en train d'inspecter et puis au bout de quelques minutes avant le départ on voit Charles Leclerc sortir de la voiture et malheureusement il ne prendra pas le départ de la course et donc sa pole il la garde, sa pole position sera bien dans le livre des records de la Formule 1. Malheureusement Ferrari ont tenté un pari et je les comprends totalement parce que prendre la pole à Monaco c'est incroyable. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu prends la pole à Monaco, tu as de grandes chances de gagner le dimanche si tu fais une bonne course, enfin un bon départ, si tu vas pas taper le mur et si tu fais un bel arrêt au stand, tu as pratiquement gagné le Grand Prix. Et clairement, ils ont voulu tenter quelque chose, la voiture n'avait rien. En fait, c'est l'arbre de transmission du côté gauche. Donc clairement, la voiture a tapé du côté droit, Charles Leclerc, hier en qualification. Et ils n'ont pas inspecté apparemment le côté gauche et clairement c'est dommage parce qu'ils auraient inspecté, ils auraient pu réparer avant et il aurait pu partir de la pole. Donc ils ont tenté un pari, ça n'a pas marché. Mais d'un côté je me dis que c'est un peu bête parce que s'ils auraient changé par exemple sa boîte de vitesse, ils ont vraiment tout bien réparé, il se serait lancé 6e. Il aurait pu marquer de gros points et peut-être aller chercher un podium. Clairement, quand on voit que Bottas a abandonné, il aurait peut-être pu chercher un podium ou peut-être pas, mais peut-être qu'il aurait pu marquer quelques points pour Ferrari. Et pour la 3e place constructeur, vu qu'ils sont derrière McLaren, vu que McLaren a 80 points et eux 78, clairement, ils auraient pu finir devant McLaren si Leclerc avait marqué des points ce week-end. Après, je pense que s'ils auraient changé la boîte de vitesse, ils seraient partis 6e. Et clairement, ils auraient détecté le problème de l'arbre de transmission durant la course, enfin pendant le départ. Donc clairement, ils auraient quand même abandonné. Donc ouais, c'est un peu décevant. Ils ont tenté à Paris. Leclerc est vraiment, on peut dire un peu maudit à Monaco, puisque les statistiques le prouvent. En 2017, en F2, abandon. En 2018, avec Sauber, rupture de frein, accrochage avec Hartley, qui a été avec la Toro Rosso. Et en 2019, le dernier Grand Prix, puisque l'année dernière, le Grand Prix n'a pas eu lieu, abandon avec la Ferrari. Clairement, il avait tenté de passer un pilote juste avant la pit lane. Et c'était Hülkenberg, je pense que c'était Hülkenberg, ouais. Et son pneu avait éclaté, enfin crevé. Le fond plat était trop endommagé pour qu'il continue. Si je me rappelle bien, c'était ça qui l'a fait abandonner. Donc ouais, clairement, quand il a pris la pole, je me suis dit c'est cool, mais là il vient de taper le mur, donc on sait que les éléments sont très fragiles en Formule 1. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi je sens qu'il va pas partir de la pole. Ferrari ont tenté à Paris et au final, clairement, la malédiction apparemment à Monaco est bien là puisqu'il n'a pas pris le départ de la course. Alors, faut pas se dire il est maudit à Monaco, c'est juste qu'il n'a pas de chance, mais voilà, faut pas qu'ils se disent ça clairement. Ils l'ont tous dit clairement sur Canal+ et tout. Franck Montagny, Julien Febvre, faut pas qu'ils se disent qu'il est maudit, c'est juste qu'il n'a pas de chance, mais clairement, voilà, un jour il arrivera à briller, je pense, en principauté. Il a fait la pole, malheureusement, il s'est crashé et puis voilà. Derrière, l'arbre de transmission apparemment a pris un coup du côté gauche, donc c'est un peu décevant. Voilà, j'ai un autre à dire sur Charles Leclerc, c'est décevant parce que voilà, Verstappen il a eu la victoire facile. Je pense que si Charles Leclerc serait parti de la pole, s'il ne serait pas crashé hier en qualification, je pense que ouais, il aurait pu aller chercher la victoire. Donc c'est un peu décevant, mais Ferrari présent ce week-end, ça fait plaisir. Et j'espère juste que, comme j'ai dit quand j'ai parlé de Carlos Sainz dans les points marquants, clairement c'était pas juste ce week-end que la Ferrari a marché. Je pense qu'à Bakou dans 15 jours, où c'est un peu un circuit de ville, clairement un peu comme Monaco, alors pas exactement comme Monaco, mais c'est un circuit de ville, je pense que la Ferrari pourrait bien marcher. Leclerc il avait bien marché en 2019 avec justement la Ferrari à Bakou, mais il s'était crashé je crois en qualification et du coup ou en course et du coup en qualification et du coup il n'avait pas pu signer la pole je crois, je me rappelle plus trop, ça date clairement, ça fait 2 ans. Mais ouais, Ferrari, je l'ai déjà dit, mais ils sont présents. C'était pas ce week-end un circuit où il y avait où il y avait besoin de puissance moteur et clairement la Ferrari était présente. Elle a surpris beaucoup de personnes. Donc attention à Ferrari sur les prochaines courses. S'il se mêle à la lutte Mercedes Red Bull, ça serait juste incroyable. Les trois écuries historiques qui se battent pour le titre, ça serait vraiment incroyable. Donc vraiment un peu déçu que Leclerc n'ait pas pris le départ de la course, mais clairement
ça fait plaisir quand même de voir que Ferrari ait été présent ce week-end à Monaco. Et le deuxième point décevant pour moi sur le Grand Prix de Monaco 2021, c'est Mercedes qui a eu un week-end catastrophique, enfin surtout Lewis Hamilton. Bottas entre les essais libres 3 et la qualif, comme j'ai dit tout à l'heure, il est arrivé, excusez-moi, à trouver un réglage pour se qualifier 3e, mais en course clairement il a dû abandonner, j'ai déjà dit plus tôt, mais voilà, il s'est arrêté au stand, il était juste derrière Verstappen, il menaçait Verstappen pour la victoire, et je pense qu'il aurait pu finir sur le podium, Valtteri Bottas, sans ce problème de roue avant droit. Clairement il est rentré au stand, la roue avant gauche et arrière droit, ils les ont changés. Et puis la roue avant droite, clairement, impossible de l'enlever. Les roues étaient bloquées. Ils ont utilisé un os pistolet, mais clairement, il y a un truc explosé. Abandon pour Valtteri Bottas, donc très malchanceux, alors qu'il était devant Hamilton depuis tout le week-end. Enfin, clairement, il avait plus de rythme qu'Hamilton ce week-end. Hamilton, voilà, c'était un week-end qui lui convenait pas. Clairement, il y a des week-ends comme ça où malheureusement un pilote performe moins. Alors, on sait qu'Hamilton performe toujours, mais là ce week-end, il n'est pas arrivé à trouver les bons réglages. On sentait que la voiture glissait et tout lors des essais libres, on l'a vu. En qualification aussi. En qualification, il s'est qualifié 7e et en course, il finit aussi 7e. Et si je ne me trompe pas, ils ont dit sur Canal+ que c'était la fin d'une série de 12 podiums consécutifs. Hamilton a dit bon, voilà, il y a des week-ends comme ça où ça marche moins bien. Voilà, il n'est pas arrivé à trouver les bons réglages. Bottas y est arrivé, mais malheureusement, il n'a pas eu de chance. C'est dommage parce que au moment où Bottas il arrive à faire un bon truc, il arrive à ce qu'il fait 3e, il lutte pour la victoire, il y a un truc qui foire chez Mercedes, donc c'est vraiment dommage parce que là vraiment ce week-end il aurait pu récupérer des points sur Hamilton comme Verstappen a fait, il aurait pu remonter un peu dans la lutte du titre. Là clairement bon, je sais très bien qu'il ne va pas chercher le titre en fin d'année, enfin ça serait vraiment inattendu et incroyable que Bottas aille chercher le titre face à Hamilton et Verstappen, mais clairement il aurait pu chercher quelques points, revenir un peu sur Hamilton et Verstappen. Clairement, c'est pas le cas. La roue a été bloquée. Je me demande même comment ils vont enlever la roue. Ils l'ont dit sur Canal+ tout à l'heure. Clairement, si la roue est bloquée, je sais pas comment ils vont faire. Vraiment, il va falloir qu'ils forcent et tout. C'est vraiment bizarre. J'espère vraiment que. Bon, je pense qu'ils l'ont enlevé la roue depuis, mais on sait jamais. Clairement, vraiment, c'est bizarre que que l'écrou soit bloqué, qu'aucun pistolet n'arrive à l'enlever. C'est comme ça. C'est la mécanique. On peut rien y faire. Et puis je vais m'arrêter ici, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce débrief du Grand Prix Monaco, Let's Talk About et spécial débrief du Grand Prix Monaco vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos points marquants, vos points négatifs, le pilote qui vous a le plus impressionné lors de cette course. Est-ce que c'est Vettel, Norris, Sainz, Verstappen? Clairement, dites-moi ça en commentaire, votre note aussi par rapport à ce Grand Prix de Monaco. Moi, je me note de 18 sur 20 pour ce Grand Prix Monaco. Sur Canal+, les abonnés ont mis la note de 11,5 sur 20. Donc, clairement, c'est la pire note pour un Grand Prix de Formule 1 cette année. Excusez-moi. Moi, je me note de 18 sur 20 parce que je trouve qu'on a eu une belle bataille ce week-end, même si Mercedes était un peu en retrait. Enfin, Hamilton, Bottas était quand même assez présent. La lutte Verstappen, Leclerc, enfin la lutte Red Bull, Ferrari, je trouve ça vraiment très cool. Et voilà, c'est vraiment cool de voir Ferrari un peu revenir dans le match. Alors je pense que c'est peut-être juste pour ce week-end, parce que le Grand Prix Monaco c'est un circuit un peu particulier, les caractéristiques sont un peu spéciales, donc je pense que c'est pour ça que la Ferrari a marché ce week-end. Après peut-être que je me trompe, peut-être qu'à Bakou, lors des prochaines courses, la Ferrari sera aussi présente. Et c'est que si clairement les trois Mercedes, Red Bull, Ferrari s'affrontent, mais ça serait un championnat mais mythique, je pense, ça serait un championnat mais complètement fou, vu qu'il y a 23 manches, je pense que ça serait incroyable. Donc ouais, 18 sur 20 parce que voilà, Leclerc, j'étais content qu'il soit en pôle. Sainz, comment était très performant. Vettel, vraiment P5 en course, vraiment très content pour lui. C'est clairement un de mes pilotes préférés, Vettel. Donc clairement, voilà, c'est pour ça que je mets 18. Clairement, Leclerc était présent, Sainz, Norris le podium, Vettel la 5e place, Gasly. Vraiment, ouais, on a eu une très belle course, un très beau week-end. Et puis voilà, pour Cher, clairement, il était incroyable ce week-end. Clairement, première victoire en principauté en F2, plus jeune vainqueur d'une course de Formule 2. Et clairement, je pense que le championnat de F1 comme de F2 s'annonce incroyable cette année. Vraiment, la lutte Verstappen-Hamilton continue. Ferrari, j'espère vraiment qu'ils vont confirmer ça lors des prochaines courses. Et puis la F2, clairement, Zhou, Piastri, Pourchaire, et puis d'autres pilotes, clairement, je pense que le championnat va être tout aussi intéressant que celui de F1. Et puis la Formule 3, s'il ne faut pas oublier, la Formule 3 est de très bons pilotes. Donc ouais, clairement, un bon week-end en perspective de la F1, de la F2. Donc ouais, vraiment un bon week-end, un beau Grand Prix là, de Monaco, après un an d'absence au calendrier, vu que le Grand Prix n'a pas eu lieu. Donc moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. Je vais m'arrêter ici. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Bakou, 6e manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres vidéos. Il y a pas mal de trucs qui sont en préparation, excusez-moi. Il y a pas mal de trucs qui sont en préparation. Je travaille sur plein de trucs, mais en ce moment, je vais mollo. Voilà, j'ai envie de prendre mon temps. Voilà, donc rendez-vous dans quelques jours pour peut-être une vidéo, je sais pas, clairement, je kiffe en ce moment, je prends mon temps pour faire des vidéos, puis quand j'ai envie d'en faire une, j'en fais, j'ai pas envie de me mettre de pression. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Bakou, la 6e manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1, et puis dans quelques jours pour peut-être d'autres vidéos. C'était Alban, salut!